Bonsoir, bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous, enfin presque bonsoir, nous voilà en fin d'après-midi, mais ceux qui nous regardent au loin sont parfois à une heure plus avancée. Que vous soyez ici, que vous soyez au tout du bout du monde, soyez chacune, chacun des très 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 bienvenus. Je sais, nous en avons de multiples échos, que même lorsque vous regardez derrière votre petit écran, grâce à la formidable équipe de la ferme du Biérot, vous êtes très très proche de nous. Alors, je vous rappelle ou je vous annonce, si vous n'étiez pas derrière, que nous vivons ces 3 jours sous le signe de la promesse. Alors, la promesse du vendredi, c'est de partir à la recherche des signes parfois très furtifs, très subtils que nous adressent nos chers disparus, nos chers disparus. Et pour les lire, ces signes-là, nous avons la grande chance aujourd'hui d'accueillir Yasmina Douyeb, qui nous racontera, et vous allez voir que c'est un récit tout à fait étonnant, comment elle a fait son enquête et comment elle nous présente remarquablement le résultat de cette enquête aujourd'hui. Mais avant d'ouvrir notre dialogue et de vous parler de tout cela, il faut évidemment que je présente les magnifiques équipes qui nous rejoignent, nos muses et nos musiciens bien sûr, nos récitants, Sylvie et Benoît qui nous rejoint exceptionnellement ce soir pour la lecture de la Passion, nos amis des Fleurs, dont vous avez déjà découvert qu'elles faisaient un travail formidable, elles m'ont même mis des petits copions. Parce que vous vous demandez peut-être pourquoi ce qui nous entoure là, c'est qu'hier, nous avons célébré le Jeudi Saint en évoquant les 4 coupes du sel, de l'huile, de l'eau et de la farine. Ces 4 coupes sont toujours là, les ingrédients aussi, mais les fleurs qui les accompagnent, ça mérite quand même un petit mot d'explication. Les fleurs bleues sont là pour l'eau, vous voyez des branches d'olivier et des olives pour l'huile, pour la farine qui est là, il y a des épis de blé, des fleurs jaunes, et pour le sel, des fleurs blanches et du gypsophile. Non, il y a toute une recherche liturgique, liturgie florale que je trouve remarquable. Et vous avez aujourd'hui une expression du Vendredi Saint où la mort dans les branchages, dans la douleur, dans la souffrance, dans la blessure aussi, à travers les fleurs rouges, s'exprime devant vous, mais où il y a quand même des traces d'espoir, d'une traversée possible dans les petits moments blancs qui sont là tout au bout. Donc merci à nos amis des Fleurs, merci bien sûr à toute l'équipe de la ferme du Biérot, à toute l'équipe du Prieuré, à Patricia en particulier, qui prépare tout cela avec nous. Que toutes et tous soient vraiment et de grand cœur remerciés parce qu'ils jouent un grand rôle dans nos célébrations. Alors pour ouvrir notre rencontre et saluer le magnifique travail d'écriture de Yasmina, cette chanson de Morane, que nous adorons, que les muses et les musiciens adorent, vous aussi je crois, mais qui correspond si bien à notre invité de ce soir, au clair de ma plume. Viennent mes nuits, et vous voici, docile enfant, vous que je chasse et que je poursuis. Chagrin matin, je n'y peux rien, vous repartez sans la moindre trace, sans un pli. J'en arrive à préférer mes rêves, à redouter l'aube qui vous enlève. Tout me semble facile et si beau, avant la citrouille et les crapauds. Au clair de ma plume, mes amis les mots, prêtez-moi la lune, pour écrire à mon Pierrot. Au jour les écus, puis j'oublie mes mots, je n'ai
plus de chandelle et mort le feu. Le jour est cruel, restez un peu. Je me sens si belle dans vos 12 yeux. Le monde m'emmène et m'en veut. J'ai beau fermer tous mes volets, blotti sans bruit dans la plus profonde obscurité. J'attends caché, mais rien n'y fait. Malin méfiant, rien ne vient dans les rêves éveillés. Cet enfant, je la redeviendrai. Ces visages aimés, je les reverrai. Peut-être qu'un beau jour en secret, en belle nuit, je le changerai. Au clair de ma peau, Au clair de ma mes paix, amis les mes mots, amis les prêtez-moi la lune, prêtez-moi la pour lune. écrire à mon Pierrot. Au jour les écus, j'oublie mes mots. Je n'ai plus de chandelle et mort le feu. Le jour est cruel, restez un peu. Je me sens si belle dans vos 12 yeux. Le monde m'emmène et m'en veut. Viennent mes nuits, et vous voici. Chère Yasmina, moi je suis pas sûr que ta chandelle soit morte, hein, J'espère que non. et que tu manques de feu par les temps qui courent quand je vois tous tes tournages, tout le temps sur scène, soit pour interpréter un rôle, soit pour mettre en scène, comme tu viens encore de le faire au Jean Vilar avec les Trois Sœurs. C'était absolument extraordinaire. Ou au cinéma, la Trêve 1, la Trêve 2, j'en passe et on va les passer en revue. Comment tu en sors là? Et puis 2 petites filles, un compagnon. Mais c'est pas constant, donc il y a des moments de pause quand même. J'essaye d'aménager des espaces de liberté. Donc mes enfants, je les vois quand même beaucoup, mais j'ai des moments comme ça où je les vois très peu, puis des moments où je les vois beaucoup, donc ça varie. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'organisation. Alors, on va quand même, ne serait-ce que pendant quelques minutes, plonger dans ta petite enfance. J'ai noté 2 choses. Moi, Tournai et quoi, le Casablanca? J'ai pas Oui. oublié? Oui, c'est ça. C'est ça? Donc ma famille maternelle est de Tournai, et tout le monde est né du côté maternel à Tournai. Je suis la seule à être née à Bruxelles. Et du côté de mon père, c'est Casablanca. Et mon père est le seul à avoir vraiment quitté son pays. Les autres sont restés. Mais je n'ai été au Maroc que tard dans la vie. Mes parents se sont séparés. Ma mère avait pas trop envie qu'on aille au Maroc quand on était petite. Et alors, tu m'as dit que ton père, mais même tes parents, ta mère aussi, étaient plutôt athées. Oui. Mais que toi, tu te posais des tas de questions. Oui, mes 2 parents sont athées et pourtant ils ont eu tous les 2 un enseignement religieux. Ma mère, un enseignement catholique, mais qui l'a un peu, qui lui a laissé un goût amer, je pense. Et mon père, pareil, du côté musulman. Donc, je pense qu'ils se sont définis comme athées assez vite. Mais c'est vrai que moi, j'étais en quête de spiritualité. Depuis toute petite, j'ai toujours souffert de ne pas avoir assez de discussions sur le sens de la vie, etc. Et ma mère avait jamais le temps. Et donc, j'aurais bien aimé... Et à un moment, j'ai même demandé à ce qu'on m'achète une petite Bible. Mais c'était une Bible pour enfants et personne ne m'a introduit. J'ai pas réussi vraiment à m'intéresser. Ça n'a pas bien fonctionné. Mais j'inventais des prières, par exemple. Tu as même eu un peu, on peut dire ça, peut-être une petite expérience ou une petite période mystique. Oui, on peut dire ça, c'est vrai. J'avais très envie d'être connectée à Dieu, et donc j'essayais de l'imaginer, etc. J'y suis pas tout à fait arrivée, mais... Et du coup, aujourd'hui, je me définis pas comme athée 100%, je me définis comme agnostique. En tout cas, j'adore regarder l'infini, ou vers l'infini, parce que ça me resitue. On aura d'ailleurs largement l'occasion d'en parler à propos
du spectacle qui t'amène chez nous ce soir. Mais je voudrais d'abord qu'on fasse un petit détour par ta passion pour le théâtre. Hein. Oui. Ça a commencé très très tôt en fait. Oui, très très tôt, c'est vrai. J'avais 8 ans. Ma maman m'avait dit, bon, tu peux choisir une activité. Il faudra que tu réfléchisses bien parce que tu auras droit à une seule activité. Et donc, j'hésitais entre la danse et le théâtre. Et donc, j'ai dû choisir. Et donc, j'ai choisi le théâtre. Mais je pense vraiment, c'était un très bon choix par rapport à ce que j'étais. Et tout a commencé par une fable de La Fontaine que j'ai récitée en classe. Et je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. C'est trop chouette. Et donc, voilà. Et malgré ça, tu te diriges vers des études de lettres. Tu ne vas pas directement au conservatoire, par exemple. Non, c'est vrai. Après, j'aimais beaucoup étudier, donc j'avais pas envie de travailler trop vite. Et même encore après avoir fait des études quand même finalement assez longues, j'ai parfois une petite nostalgie. J'adorais étudier. Je pense que oui. Donc oui, ça a été même un peu trop vite pour moi. Comme j'étais bonne étudiante, j'ai jamais eu d'examen de passage, j'ai jamais doublé. Et en fait, parfois, je regrette parce que j'aimais bien étudier. Mais tu es allé jusqu'au bout. Hein. Tu as fait l'agrégation. Oui. Tu te retrouves en Erasmus pour approfondir alors la littérature espagnole. Oui, donc j'ai fait un Erasmus à Madrid. Et ça m'a tellement plu, je me suis dit bon, je vais retourner. Et donc j'ai prolongé un tout petit peu, j'ai fait une année supplémentaire en littérature espagnole. Et du coup, j'ai dû faire un deuxième mémoire en espagnol, etc. Ça m'a permis de continuer encore un petit peu avant de me lancer dans le théâtre. Parce que je savais que le théâtre, une fois que je serais à l'école, c'était parti c'est du concret le théâtre. On est beaucoup moins dans les études. Mais tu y pensais, tu continuais à te dire, oui. Dès que j'ai fini les romans, dès que j'ai fini mon Erasmus, oui. Je vais au conservatoire. J'étais une petite fille très obstinée. Ouais. Ah, on va s'en rendre compte, vous allez voir. Oh là là. Et alors ce théâtre, c'est aussi quand même un long et assez original parcours. Hein. Tu commences par la Ligue d'impro, c'est ça? Ah oui, c'est vrai. En fait, je dirais que j'ai commencé par le monde amateur. Disons que j'ai fait beaucoup de théâtre amateur quand j'étais enfant et jeune adulte. Et j'ai fait de l'impro amateur longtemps. Et en fait, le monde de l'amateurisme m'a beaucoup plu et ça continue de me plaire parce qu'il y a un endroit dans l'amateurisme, il y a vraiment un truc de passion. Que parfois, une fois qu'on est professionnel, on perd un petit peu ce sucre-là, ce feu-là, qu'il ne faut jamais oublier. Et je trouve que dans le monde amateur et les gens qui décident de faire du théâtre amateur, c'est tellement beau, des gens qui viennent après leur boulot en étant hyper crevés, en ayant des enfants et qui viennent faire du théâtre en plus, je trouve ça magnifique. Et tu vas, au-delà de ce théâtre amateur, de ces expériences différentes, tu vas créer ta propre compagnie. Très tôt, hein. Entre chien et loup, j'ai noté. Je crois que tu dois un peu nous raconter ça, parce que je crois que c'est une aventure qui continue encore d'ailleurs, hein, qui compte beaucoup, beaucoup pour toi. Cette compagnie, elle a 20 ans cette année, et je l'ai créée pour remettre un dossier sur la princesse Malène, qui était le premier gros texte que j'ai monté avec cette compagnie-là. J'avais déjà monté Cyrano de Bergerac, mais c'était en extérieur avec quelqu'un d'autre. Donc là, j'étais pas responsable 100%. Là, j'étais sur la princesse Malène, j'étais responsable à 100% du projet. Et donc, j'ai remis un dossier pour obtenir des sous. Et donc, j'ai dû inventer un nom. Et il se trouve que c'est l'heure de la journée que je préfère. Et c'est aussi, je pense, une bonne manière de me définir. Je suis entre l'apprivoisé et le sauvage. J'ai un peu les deux, quoi. Je suis entre deux cultures, entre deux identités, et donc j'ai un peu un pied dans des mondes différents. Et alors tu m'as parlé, mais c'est toujours dans le même contexte, hein, du fait que tu adorais Maeterlinck et que ça jouait aussi beaucoup dans Entre chien et loup, le silence, les trous dans le dialogue.
Dis-nous un peu. Quand j'étais en romane, j'ai eu très envie de faire un mémoire sur le silence dans le théâtre, mais j'ai pas trouvé de promoteur qui veuille défendre ce sujet. Je sais pas pourquoi ça n'intéressait personne, et donc voilà, j'ai fait un autre sujet, mais le silence, c'est la chose qui m'intéresse le plus en théâtre, et donc les trous et l'incapacité du langage à exprimer ce qu'il voudrait exprimer. Et donc cette quête du langage que je trouve hyper belle, qui n'a jamais fini de chercher, parce qu'on n'arrive jamais à dire exactement. Le monde reste indicible et mystérieux, et donc il y a quelque chose comme ça qui peine à définir, et que je trouve fascinant. Alors, ce que je sais aussi dans les conversations qui ont précédé, et quand nous avons préparé tout ça, c'est que la mise en scène, ça compte vraiment énormément pour toi. Je crois que tu m'as même dit que ça te remplissait plus que ton jeu d'actrice. Ben, c'est pas du tout au même endroit. Je pense qu'en mettant en scène, le souci holistique est plus grand, et donc c'est faire en sorte que tout le monde soit heureux, et surtout que chaque artiste, puisque c'est réunir plein d'artistes différents, des acteurs, des scénographes, des musiciens, des gens à la lumière, etc. Et donc de pouvoir faire en sorte que tous ces artistes donnent le meilleur d'eux-mêmes dans le même sens. Et il y a quelque chose que je trouve tellement poétique dans ce geste-là. Et en plus, le théâtre est un art éphémère. Et donc c'est très beau, cette communion comme ça d'énergie pour une chose qui a lieu quelquefois devant des gens, mais qui peut laisser des souvenirs impérissables, je crois. Mais donc oui, ça me remplit beaucoup, et de jouer, j'aime beaucoup, mais ce que je préfère dans le jeu, c'est les répétitions. Oui, mais je comprends ça fort bien. Ouais. On pourrait presque en dire autant ici, je crois. Ouais. Bah, c'est tellement beau quand on fabrique une chose ensemble. Et une fois qu'on l'a faite, elle se termine. Alors c'est un peu déjà le début de la fin, les représentations. Alors aujourd'hui, on te voit au Villard, on te voit au Varia, au Rideau, et en bien d'autres lieux encore, mais tu as fréquenté, et tu fréquentes d'ailleurs encore des lieux beaucoup plus précaires. Hein. Oui, ça fait partie de mon parcours. Je pense que je suis arrivée à la mise en scène dans un moment où on n'aidait pas beaucoup les jeunes metteurs en scène. Et quand ça a commencé à un peu mieux marcher pour moi, on s'est mis à aider les plus jeunes. Donc j'étais plus dans le bon créneau. Donc j'ai jamais été tout à fait dans le créneau où les choses étaient faciles. Et donc j'ai très vite dû faire des choses avec très peu d'argent. Mais ça qui est chouette avec le théâtre, c'est qu'on peut faire des choses très belles avec très peu. Et j'ai gardé cet esprit-là de l'économie et d'un théâtre pauvre, mais dans le sens noble du terme. Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est ton intérêt pour le théâtre jeune public. Et ce n'est pas dans l'histoire ancienne, hein, c'est encore maintenant, c'est très, très concret. Cosmos, oui, exemple. c'est assez récent. Je n'avais pas vraiment travaillé dans le jeune public auparavant, mais j'avais très envie de m'y plonger. Et c'est en ayant des enfants que j'ai vraiment eu envie de faire un geste théâtral qui puisse s'adresser à elles, et en particulier aux questions qu'elles se posaient sur nos origines et où est-ce qu'on va après la mort et qu'est-ce qu'il y avait avant que j'arrive et tout ça. Et c'est des grosses questions très difficiles à répondre, et donc on a commencé à lire avec mon amie Lara Hubinon, on a commencé à lire des tas de choses sur la création du monde et tout ça. Et on a écouté des tas de podcasts et regardé plein d'émissions sur le cosmos et sur les avancées en astronomie et tout ça. Et donc voilà, on a créé un spectacle sur le début de la création du monde chez les Grecs, parce qu'on trouve que les Grecs étaient vraiment très amusants. Et donc on a fait ça en théâtre d'objets. Ça tourne encore. Ouais. Ça tourne encore, oui. Alors Yasmina, quand tu t'engages comme ça dans un projet, que ce soit celui-là, que ce soit tout récemment Les Trois Sœurs ou bien Post-Mortem, dont nous parlerons juste après, il t'arrive d'être plein de questions, il t'arrive de douter? Tout le temps, c'est le principe. Oui, c'est un chemin de doute, et plus on vieillit, plus on doute. Oui. Oui, il faut tenir le cap, parce que jeune, il y a quelque chose où on va plus vite, on est plus inconscient, on ne se rend pas bien compte des écueils dans lesquels on pourrait tomber, donc on a un petit côté tête brûlée.
Et en vieillissant, on a un peu plus de compréhension des écueils qui nous entourent, et donc les doutes sont plus forts, oui. Mais maintenant, je sais, par contre, parce que ça, je me souviendrai toujours, que j'avais mis en scène le Cercle de Cré caucasien, oui. Et le créateur des chansons et des musiques, qui était quelqu'un de très expérimenté, Pascal Charpentier, qui avait déjà fait beaucoup de bandes-son. Il me voit effondrée à 10 jours de... Ben, c'était avec Benoît. À 10 jours de la première, je ne sais pas si je t'ai déjà raconté ça, mais donc j'ai complètement abattue en me disant j'ai vraiment fait de la merde, c'est nul, quoi. Et Pascal vient vers moi et il me dit tu sais, à 10 jours, c'est un grand classique. On dit toujours... le metteur en scène va toujours penser qu'il a fait de la merde. Laisse-les respirer, ça va passer, etc. Et donc maintenant, chaque fois que je me dis j'ai raté mon coup, je repense à Pascal et je me dis calme-toi, ça va passer. Ne remets pas tout en question. Ouais. Eh bien, nous, ici, nous aimons beaucoup les gens qui doutent. Les muses, les musiciens. Et nous sommes très heureux de t'offrir cette magnifique chanson d'Anne Sylvestre. Trop belle. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que de rater du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, et encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans or et flamme, daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont cassés de poire pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Les cons ne les malmènent jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos faits qui ont fait ce qu'elles ont pu. Oui, c'est vrai. Vous pouvez les encourager de temps en temps. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne transition vers post-mortem. On fait tous ce qu'on a pu, de temps en temps. Mais pour en venir justement à post-mortem, je voudrais bien qu'on parle, Yasmina, du déclencheur. Si, pour les quelques-uns parmi vous qui n'ont pas encore vu, je résume, ta maman meurt d'un cancer, elle est incinérée, on disperse les cendres dans un champ, elles s'envolent, ces cendres, et toi tu n'as plus de lieu. Mm-hmm. C'est ça le point de départ tout à fait concret. Qu'est-ce qui t'a mis en route au point que tu te dises non, je dois écrire, je dois faire un spectacle?
Oui, c'est ça. J'avais plus de lieu. Enfin, c'est plein de petites choses de ce style. Et je cherchais des moyens de me réparer, parce que je croyais qu'on pouvait réparer ça. Et je m'étais dit, bon, je vais aller voir des psys, je vais faire ce deuil dont tout le monde parle, ça va passer, quoi. Je pensais que ça passerait. Et en fait, oui, il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était un chemin et qu'il fallait accepter le temps, accepter l'idée de faire un chemin assez long. Et donc, j'ai commencé à lire beaucoup, à écouter plein de podcasts. Et j'ai notamment entendu un très beau podcast d'un monsieur qui parlait du deuil et qui disait c'est comme une cicatrice sur laquelle on met un sparadrap et une blessure. Et il faut de temps en temps enlever le sparadrap pour soigner la croûte, sinon elle va s'infecter, et puis elle va cicatriser de travers, etc. Et donc j'ai vraiment compris concrètement que je devais décoller le sparadrap et m'y attaquer, quoi. Et m'y attaquer, c'était en fait, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse par mon médium à moi, c'est-à-dire le théâtre. Même si je ne me suis pas tout de suite dit que ça allait donner un spectacle, mais je me suis dit je vais utiliser mes armes de théâtre pour commencer à travailler là-dedans. Et on verra bien si ça aboutit ou pas, mais en tout cas comme ça je commence un trajet qui ne soit pas un trajet de thérapie, parce que la thérapie ça ne marchait pas, parce que c'était trop douloureux, trop frontal. Donc l'art était une manière, le trajet artistique était une manière de guérir. Mais alors tu vas vraiment et véritablement enquêter, partir à la recherche de toute une série de signes que tu vas rassembler. Disons qu'en commençant à m'intéresser à ça et en interrogeant des gens autour de moi, je me rendais compte que la plupart des gens avaient eu des signes, avaient reçu des signes de leurs défunts, avaient vécu des choses que je ne vivais pas. Donc je me disais, mais enfin, tout le monde en a eu, moi j'en ai pas. Et donc j'écoutais comme ça avec beaucoup d'avidité les récits de gens qui avaient reçu quelque chose, un oiseau, une main sur l'épaule, une odeur. J'ai écouté ça et je continue d'écouter ça avec beaucoup de fascination, parce que moi elle m'a pas envoyé de signes. Ou alors peut-être qu'elle en a envoyé plein que je les ai pas vus, j'avais justement le dos tourné, ou je sais pas. En tout cas je les ai pas lus. Alors j'ai noté, c'est parce que tu te poses toi-même la question, comment apprendre à vivre avec nos morts, avec nos mortes? Où trouver, demandes-tu, ce terrain d'entente, ce terrain de jeu? Où les rencontrer par-delà les frontières de l'existence? Maintenant, je renvoie la question. Oui, c'est ça. Maintenant, avec le temps, mais maintenant ça fait 7 ans, comme Benoît, qui a perdu son papa il y a 7 ans aujourd'hui. C'est vrai, Benoît? Oui. Formidable d'être là aujourd'hui. On lui dédie cette soirée. Et donc 7 ans, c'est déjà un chemin. Et donc, je ne suis toujours pas parvenue à vraiment lui parler, etc. Mais quelque part, elle est en moi, et je vis avec son absence et sa présence. Enfin, elle est quand même un peu là, d'une certaine manière. Mais il a fallu le temps que je lui trouve une petite place dans mon cœur. Est-ce que c'est une expression un peu exagérée de dire que tout ce que tu as construit là, y compris ce spectacle, était une forme de psychanalyse pour toi? Ou que tu es très éloigné de ça? Non, je pense qu'on peut associer ça à ça, sauf que j'aime beaucoup la psychanalyse et j'en ai fait une moi-même il y a longtemps, mais donc c'est quand même très différent d'une psychanalyse, mais ça produit un effet qu'on peut assimiler à ça, parce que ça m'a permis de faire des connexions entre des choses que je n'aurais pas associées. Ça m'a permis de faire des connexions entre des gens, entre un poème et un autre. Enfin, ça m'a... la douleur, je crois, ouvre quelque chose en nous qui est particulier et qui fait qu'on est réceptif à des choses et aux autres d'une autre manière. Je pense que la douleur est réellement, la douleur au sens très large, c'est réellement ce qui peut nous rassembler.
Non, mais je suis très touché par ce que tu dis là. Ouais. Et la mort après, ça veut dire quoi pour toi, si je prononce ce mot après, au-delà? Donc je ne suis pas croyante, donc je n'ai pas de croyance concrète en une vie après la mort, mais donc j'ai beaucoup écouté des choses sur les expériences de mort imminente, sur ce type d'expérience-là, et aussi sur les vécus subjectifs de contact avec les défunts, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc ça m'a un peu fascinée, et je me suis posé la question de où va cette énergie une fois qu'on meurt, qu'est-ce qui se passe avec ce truc, est-ce que ça reste un peu, est-ce que ça disparaît après complètement, est-ce que ça se fond dans le grand tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai la sensation que quand on a perdu quelqu'un, qu'on a aimé très très fort, parce que j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ma mère. J'imagine c'est souvent le cas, mais c'est compliqué d'imaginer qu'il n'y a plus rien. Et donc, il y a quelque chose en moi un petit enfant en moi qui se dit qu'elle est quelque part. Et donc, j'associe ça à l'enfance, mais c'est comme quelque chose qui n'est pas possible tout à fait à mentaliser, la disparition complète. C'est un tel trou, une telle plongée que c'est insupportable. Et donc, je ne peux que me dire qu'elle est un petit peu dans les objets que j'ai d'elle, dans les souvenirs, dans les gens qui l'ont aimée, qui a peut-être un petit peu de sa vibration qui est restée. Je peux que me dire ça, parce que sinon c'est pas possible en fait. Et c'est peut-être aussi pour cela que tu es si sensible au rite. Oui. Au rituel, tu m'as dit ça compte beaucoup pour moi. Et le rite est quelque chose de très universel, c'est très au-delà de la religion. Disons que, par exemple, ma maman, qui était très athée et qui était très en colère contre les rites qu'elle avait reçus, elle nous a très peu transmis des rites. Et par exemple, elle était contre la Saint-Nicolas parce qu'on ne ment pas aux enfants. C'était un peu cette époque. Et donc, moi, j'avais pas de Saint-Nicolas. Et je crois que petite, j'avais très envie qu'on reconstitue des rites. Et j'ai toujours fait des rituels moi-même. J'enterrais des fleurs, j'enterrais des fourmis. Donc j'ai toujours eu un truc où je créais mes rituels. Et pour moi, le théâtre est un rituel. Et donc, il y a quelque chose de sacré dans l'acte de théâtre qui vient rencontrer quelque chose que j'ai manqué. Tu dis d'ailleurs dans le spectacle, on l'entendra tout à l'heure, hein, que chaque fois que tu joues, c'est une véritable liturgie. Oui, j'ai voulu faire ce spectacle en partie aussi parce que j'avais l'espoir un espoir très enfantin, que comme elle est toujours venue voir tous mes spectacles depuis toute petite, et elle était quand même assez fière de ça. Elle venait toujours nous voir, ma sœur qui fait aussi du théâtre et moi, et donc le fait qu'elle ne soit plus là, il me manque toujours quelqu'un dans la salle, et j'ai comme un petit rêve qu'elle se réincarne le temps d'une soirée dans un siège vide. Et donc j'ai toujours un peu ce truc où je me dis peut-être qu'elle entend quelque part, qu'elle est quelque part. Donc j'ai toujours ce petit truc, quoi. Alors dans ce spectacle, et vous en avez une toute petite trace que vous avez vue à l'entrée de cette salle et que vous reverrez à la sortie, il y a une cabine. Là, c'est une boîte postale, mais dans le spectacle que tu joues, il y avait une véritable cabine dans laquelle nous pouvions entrer. Explique un peu. Assez vite, avec les scénographes avec qui je travaille, Thibaut de Coster et Charlie Clénormal, on a voulu inventer un objet qui soit parallèle au spectacle et indépendant du spectacle, et dans lequel les gens puissent se recueillir avant ou après. Il y a 2 sièges, comme ça on peut papoter, et il y a plein de gens qui allaient papoter. On peut écouter des extraits d'interviews, des petits montages d'interviews, notamment sur des rituels que des gens ont pu inventer, ou sur des objets, leur rapport aux objets de leurs défunts. Mais il y a aussi un bic avec une table et des feuilles de papier ensemencées
et une boîte aux lettres. Et l'idée, c'est que les gens puissent déposer leur courrier à leurs défunts. Et voilà. Et avec ce courrier, on racontera ça tout à l'heure. Oui. On va créer une cérémonie pour qu'il y ait une seconde vie à ces courriers. Alors Yasmina, indépendamment de post-mortem, on te trouve, je l'ai dit tout à l'heure, en bien d'autres lieux. Hein. Mais j'aimerais savoir comment tu as vécu ce grand écart entre post-mortem et puis soudain te voilà en train de mettre en scène les trois sœurs, là, Tchekhov, revisité par le Japon, interprété par 11 comédiens chez nous, qu'on a pu voir à 2 pas d'ici, entre autres. Dis-nous un peu ce que c'est que ces androïdes-là. C'est des androïdes un des androïdes a été conçu pour remplacer une des sœurs défuntes. Donc il y a évidemment un lien avec la mort et avec ce qu'on fait de nos morts. Et aussi cette obsession de l'Occident à vouloir, combler les trous et à ne pas accepter nos défaillances et notre fragilité extrême. Et donc, cette espèce de volonté de surpuissance, de dominer la maladie, la mort, et de vouloir, nier les choses essentielles de la vie. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous vécu ça, mais que le Covid est passé par là et est venu comme nous retourner la tête sur notre fragilité extrême et sur aussi la nécessité de s'occuper de nos morts et de s'occuper bien d'eux et de laisser de la place à ça. Et donc cette pièce, elle parle aussi de ça, de comment on n'accepte pas la mort. Alors au cinéma, on t'a vu bien sûr dans La Trêve 1, La Trêve 2. Tu interprètes une psychologue de l'inspecteur Peters. Je trouve très important de préciser que La Trêve a été écrite et mise en scène par ton compagnon, hein, oui. Mathieu, donc, qui a fait là un travail absolument formidable, je trouve, hein, d'écriture et de mise en scène. Ça doit être une chance, non, de construire comme ça, ensemble, quelque chose qui a quand même un tel retentissement. Toi, tu interprètes, lui, il te donne le scénario et la mise en scène. Explique un peu. C'était très beau de créer, parce que pour lui, c'était vraiment... oui, ça n'arrive pas beaucoup dans une vie, un succès comme ça. C'était un très bel accomplissement, et le fait qu'on ait pu le faire ensemble. Il y a mon aînée qui a joué dedans. Moi, j'étais enceinte de la deuxième, donc elle joue pas dedans, mais Maïwenn est dedans. Elle fait un petit personnage. Mais donc il y a un truc. On est tous les quatre dans la série, puisque June était dans mon ventre, Maïwenn faisait l'enfant de je sais plus quel personnage, et voilà. Donc oui, il y a quelque chose de beau dans cet acte-là, parce qu'on l'a fait ensemble. Alors on te trouve aussi dans Arcane. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est quand même très très important, hein, cet engagement dans le social, et pourtant tu as un peu hésité, non, à aller mais c'est pas encore vers sorti, ce tournage. Ça sort oui, je sais bien que ça va sortir, oui. Mais tu fais bien de le préciser d'ailleurs. Oui. Donc c'est une série de Michel Jacob, et c'est inspiré de l'histoire des forges de Clabec. Oui. Donc je fais la patronne des forges. Oui. Encore une histoire de mort, non ? Oui. Et en fait, son fils, on le sait dès le début, donc je ne spoil rien, mais son fils est mort, et donc toute la série, c'est d'essayer de comprendre comment il est mort et quel lien ça a avec la faillite des forges. Et donc, et la fermeture des forges. Et donc, oui, c'est un très beau drame social et tout ça. Mais j'ai beaucoup hésité Je me disais, oh là là, jouer une femme qui a perdu son fils. Je ne sais pas si j'ai envie de faire ça. Ça va me laisser des traces et tout ça. Et donc, et puis le deuil, c'est beaucoup plus frontal quand on joue au cinéma. Il y a moins de distance. Ouais, on contrôle un peu moins, quoi, quand même. Et donc, j'avais un peu peur de ça. Mais j'ai quand même réussi plus ou moins à gérer. Tu m'ouvres à la question suivante, hein, c'est beaucoup plus frontal quand c'est au cinéma. Tu as la chance d'être à la fois au théâtre et au cinéma.
Alors bien sûr, il y a une unité, il y a toi, il y a ton jeu, mais ce sont quand même deux expériences fort différentes. Rien à voir, c'est vraiment quasiment... Comment tu passes de l'un à l'autre, justement? Alors, le jeu me fascine, j'adore explorer le jeu, je trouve c'est fascinant, mais c'est vraiment l'opposé. Je dirais que le cinéma vient voler des choses, et au théâtre, on est beaucoup plus en triangulation, et donc on est beaucoup plus à donner un truc à comprendre ou à partager avec le spectateur, tandis qu'en cinéma, on ne sait pas ce qu'on va prendre de nous. Donc c'est beaucoup plus... C'est pour ça que je disais que comme c'est moins... Il y a des choses qui nous échappent et qui sont captées par le réalisateur, par la caméra ou la réalisatrice, et dont on n'a pas toujours conscience. Et donc c'est moins... Comment dire? Moi j'aime bien quand même avoir un petit final cut. Ouais. Donc je préfère, je crois, mettre en scène que de... Mais c'est très agréable quand on est dans de bonnes mains, quoi, en fait. Donc avec Michel Jacob, c'était super. Elle était très respectueuse et c'était très très bien écrit. Et avec Mathieu, mon compagnon, il n'y avait pas de danger non plus. Donc tant que c'est comme ça, avec des gens très bienveillants et tout ça, et généreux, alors évidemment, sans problème. La mort, puisque nous parlons quand même pas mal de la mort, non seulement de post-mortem, mais des différents autres lieux que tu viens d'évoquer, elle a failli te toucher aussi de très près, dans ta propre chair, dans tes propres enfants. Tu y feras d'ailleurs allusion dans le spectacle, hein, mais moi j'étais très touché par ce que tu as dit, ce que tu m'as dit de Maïwenn. Donc ma première fille, déjà quand elle est née, c'était par césarienne, et j'ai un peu perdu connaissance pendant la césarienne, j'ai perdu beaucoup de sang, etc. Et je me rappelle d'avoir vu tout le sang au sol une fois qu'elle était née, et ils ont fait une annonce. Après, j'ai su qu'on faisait toujours ça, mais ça m'avait vraiment frappée. On a dit 23h23 naissance, et je me suis dit waouh, on fait comme pour les annonces de mort, c'est dingue ce truc. Et de fait, quand ma mère est décédée, on a dû appeler le médecin pour qu'il vienne confirmer. Donc, il a aussi donné une heure. Et donc, oui, je reste avec cette sensation, effectivement, que donner la vie, c'est aussi donner la mort. Et Maïwenn, ma fille aînée, elle a eu un problème cardiaque qu'on a détecté assez tôt, et donc elle a dû se faire opérer du cœur. Et là, encore une fois, oui, de comprendre que l'être à qui on a donné vie, en fait, on lui a donné par la même occasion la mort, puisque sa mortalité est inhérente à sa qualité de vie. Ça, c'était vertigineux, et j'avais jamais pensé à ça avant d'avoir un enfant. J'avais jamais pensé que quand on donne la vie, on donne aussi la possibilité de mourir. Merci beaucoup, Yasmina. Merci. Merci. Alors, une autre manière encore de rencontrer un petit peu ton parcours, c'est évidemment Renaud. Là aussi, nous l'aimons bien, les mots. Renaud et les muses. C'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau, putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud? Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Poèmes, chansons et brûlots vous ouvrent des mondes plus beaux.
des horizons toujours nouveaux qui vous éloignent des troupeaux. Et il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Les poèmes d'un Léoto, ceux d'un Brassens, d'un Nougaro, la plume d'un Victor Hugo éclaire ma vie comme un flambeau. Alors gloire à ces héros qui par la magie d'un stylo et parce qu'ils font vivre les mots emmène mon esprit vers le haut, emmène mon esprit vers le haut. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Puisqu'aujourd'hui, nous avons respecté notre horaire et que vous aurez vraiment le temps d'un tout petit peu respirer, il y a une petite librairie et s'y trouvent déposées des petites cartes dont tu pourrais peut-être dire un mot, parce que si vous voulez revoir post-mortem, Oui, donc vous avez une chance formidable. Donc, ce sont des petites cartes où il y a un mot de passe et un lien vers la captation de post-mortem. Et donc, spécialement pour vous, on ouvre pour 2 mois cette possibilité d'aller cliquer sur cette vidéo en HD. Et donc, c'est à votre bon cœur, vous pouvez donner ce que vous voulez en échange de cette petite carte. On a quand même dit à la librairie que c'était au minimum 5 €. Hein. Mais votre bon cœur peut être encore plus large. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, c'est surtout ça. Non, mais comme ça, si jamais vous n'avez pas l'occasion de venir la prochaine fois qu'on jouera au Varia en décembre prochain, vous pouvez le voir en vidéo. Est-ce que ça tourne encore en d'autres lieux que le Varia? Et on joue la prochaine fois, on joue à la Louvière en mai, donc dans le 15 mai. Bon, c'est la Louvière, c'est un peu plus loin. Merci. Voilà. Merci Yasmina et à tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Génial.